Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur A24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show Algérie, votre émission de décryptage de l'actualité et de débat. Mahdi Rezal est avec moi ce soir. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Mohamed, bonsoir messieurs. Faisal Matawi est également des nôtres. Bonsoir Faisal. Bonsoir Mohamed, bonsoir à tous. Il y a également Badis Khenissa. Bonsoir Badis. Salam Azoul, bonsoir. Et puis ce soir, c'est Tarek Hafid qui se joint à l'équipe. Bonsoir Tarek. Bonsoir Mohamed, bonsoir tout le monde. Alors comme vous le savez mesdames et messieurs, Hebdo Show Algérie vous propose un débat participatif. Un QR code va s'afficher en bas de votre écran, scannez-le et posez des questions aux chroniqueurs et aux invités. Au sommaire ce soir, après plus d'une année de rupture diplomatique, Alger et Bamako décident de tourner la page. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ordonne le retour à Bamako de l'ambassadeur algérien au Mali et la réouverture de l'espace aérien. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la pratique algérien incarcéré en France depuis plus d'une année. La Cour d'appel de Paris a rejeté jeudi 9 juillet la demande de sa remise en liberté provisoire, un rejet qui envenime une fois de plus la relation entre Alger et Paris. Alors que certaines parties françaises sabotent tout rapprochement avec l'Algérie, Berlin ou encore Madrid, de leur côté, aspirent à renforcer leur relation avec Alger. D'importantes échéances bilatérales sont prévues prochainement. Et puis en dernière partie, Nariman Zekar fera son DZ Showtime. On reviendra ce soir sur les plus belles archives de la chef du RN, Marine Le Pen, et on donnera la parole à une start-up qui fait rayonner le pays. Rostom Ounes, PDG de Biofertech, sera notre invité. Et on commence, messieurs, comme toutes les semaines, avec l'essentiel de l'actualité. Tout d'abord, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés portant notamment sur le portail national des services numériques, le suivi de la mise en œuvre des accords de coopération avec le Niger et le Tchad, le développement de l'écosystème des startups, ainsi qu'un exposé sur la saison touristique. Faisal. Oui, effectivement, Nouhad, c'est un conseil des ministres riche en dossiers. Le premier dossier relatif à l'exploitation du projet du portail national des services numériques. Et là, le président a donné un délai d'un mois maximum donc pour finaliser l'interconnexion sectorielle globale afin de faciliter l'accès des citoyens aux services numériques. Intensification aussi des efforts exigés par le président Abdelmadjid Tebboune pour accélérer la numérisation des services suite au grand succès enregistré après l'entrée en vigueur du service du Centre national des données. Deuxième dossier abordé par le Conseil des ministres, c'est la coopération avec les pays africains, notamment le Niger et le Tchad. Et là, priorité absolue accordée par l'Algérie à la concrétisation rapide des projets validés, en particulier la production d'énergie électrique pour les populations de ces deux pays. Je rappelle que la Sonalgas plutôt internationale a des projets au Niger et au Tchad, notamment pour la centrale électrique qui est entrée en fonction au Niger pour produire de l'électricité de ce pays. L'objectif aussi de ce suivi des accords, c'est notamment bâtir une base économique solide, stimuler le développement et générer des investissements pour l'ensemble de la région. Et le président Abdelmadjid Tebboune a donné ordre pour création d'un comité de suivi de tous ces accords qui sera piloté par M. Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, donc pour superviser l'avancement de tous ces projets avec ces deux pays amis et frères, le Niger et le Tchad. Troisième dossier abordé par le Conseil des ministres, c'est le dossier de l'allocation touristique, et il a été constaté des abus, selon un communiqué donc, du Conseil des ministres, des abus. Donc, et le président Abdelmadjid Tebboune parle de véritable saignée. C'est pour ça qu'il a été décidé temporairement de l'octroi de cette allocation touristique via une carte bancaire. Elle ne sera plus accordée en espèces afin de limiter les fraudes enregistrées, selon le constat fait par le Conseil des ministres. Autre dossier abordé par le Conseil des ministres, c'est le développement de l'écosystème des startups. Et le président Tebboune a salué toutes les initiatives menées par l'Algérie dans le domaine des startups, faisant de l'expérience algérienne un modèle en Afrique et dans le monde. Et il a ordonné, le président Tebboune a ordonné le soutien à cette dynamique de startups dans le pays. Autre dossier, Nouhad, abordé par le Conseil des ministres, puisqu'on est en pleine saison estivale, c'est le dossier de la saison touristique. Et le président Tebboune a chargé Madame la ministre chargée du tourisme, d'élaborer un plan d'action complet et efficace pour développer le tourisme algérien, notamment en insistant sur la formation. Dernier point abordé par le Conseil des ministres, et là c'est une décision du président Tebboune. Il a chargé M. le ministre des Affaires étrangères, les ministres de l'Intérieur et les ministres des Sports de préparer la signature d'un accord
de jumelage entre les villes de Tipaza et de Kansas City. Cette démarche intervient en reconnaissance de l'accueil chaleureux réservé par les habitants de cette ville américaine à la délégation officielle et aux supporters algériens lors de la Coupe du monde de football qui se tient toujours aux États-Unis. Merci Faisal Matawi pour tous ces détails. Alors vous évoquez justement l'expérience algérienne qui est prise en exemple aujourd'hui. Je pense notamment, Mahdi, peut-être à la Sonelgaz qui illumine notre continent aujourd'hui. Sonelgaz illumine le continent africain, tout le monde le sait, et de nombreux pays africains sollicitent l'entreprise nationale pour son expérience, pour sa rapidité d'exécution, ses travaux sérieux, et c'est une fierté nationale. Sonelgaz est un giron de l'industrie algérienne. On continue à se développer partout en Afrique. Ce qui est important pendant ce Conseil des ministres, qui a été, je pense, très studieux, il y a eu plus de 3h30 de Conseil des ministres, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été approuvées, qui ont été décidées par le président de la République. On a entendu Faisal par rapport au suivi des accords avec le Tchad et le Niger, ce qui est très important. On continue dans la continuité justement du rapprochement avec nos amis et pays frères africains. On est aussi leader, l'Algérie est leader des startups en Afrique et elle s'impose comme une plaque tournante. Alger doit être la plaque tournante des startups africaines. Et quand on a vu le succès qu'a eu le dernier congrès par rapport aux startups, eh bien on continue sur cette lancée-là et on veut persévérer sur cette lancée-là. C'est pas un congrès qui a été fait, un séminaire qui a été fait juste comme ça. Il y a un suivi des travaux, il y a un suivi des réalisations, il y a un suivi des projets de réalisation de start-up et ça c'est très important. Il y a une volonté politique par rapport à ce développement des start-up. Il faut continuer sur cette lancée-là. Il y a une volonté politique qui est très importante par rapport aux start-up parce que je vous le rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont un ministère des start-up. L'Algérie en a un et on a vu l'effet considérable que ça a eu sur l'éclosion des start-up en Algérie. Et on continue justement sur cette lancée intra-africaine. Comme l'a dit à plusieurs reprises le président algérien, Abdelmajid Tebboune, l'Algérie est africaine et l'Afrique fait partie intégrante de la validation de l'Algérie, de la pensée de l'Algérie. On continuera justement à privilégier nos partenaires africains, nos partenaires continentaux pour développer ce beau et grand continent. Vadis, son intervention peut-être. D'abord, je reviens sur effectivement le Conseil des ministres, on va dire un workshop, un atelier de travail. Mais moi, j'aime le répéter à qui veut l'entendre et le nombre de fois qu'il faudra pour comprendre qu'effectivement, nous avons un président à la tête d'un État stratège, un État effectivement disponible au continent africain, mais surtout aussi un président manager et gestionnaire. Parce que ça a été évoqué effectivement par Mahdi, cette capacité et surtout cette obligation d'aller vers le suivi, puisque par le suivi, c'est quoi? C'est la politique du résultat. Ce qui incombe, c'est la priorité du président de la République, et je pense qu'à maintes reprises, il l'a fait savoir à son exécutif. Et qui plus est aujourd'hui, et plus particulièrement sur le continent africain. Quand on parle du suivi des accords Tchad-Niger, l'Algérie qui prône, qui promeut le développement comme levier d'émergence, mais surtout aussi d'affranchissement de toute indépendance ou toute dépendance par rapport à l'Occident ou d'autres pays. Donc l'Algérie aujourd'hui, à travers la vision du président, c'est quoi? C'est d'en faire de cette Algérie locomotive de développement, d'abord son développement national, et ça a été dit effectivement, on peut évoquer la start-up comme fleuron économique dans un laps de temps très court qui est devenu aujourd'hui effectivement une référence en matière de modèle économique. Nous avons également sur l'aspect énergétique très important. Vous savez, beaucoup de pays européens ont tourné le dos aux pays africains. L'Algérie ne l'a pas fait, bien au contraire, elle est restée disponible, bienveillante, mais surtout aussi au service de l'intérêt des populations, puisque comme vous le savez, le développement passe par l'électricité, passe par la lumière, l'éclairage, passe par illuminer le quotidien des Africains. Donc je pense que au-delà de la séquence elle-même, de séquence de travail et de suivi, elle s'inscrit dans le sillage de la volonté du président de la République à vouloir vraiment aller dans la profondeur africaine, mais surtout aussi être un levier véritablement inscrit dans le temps de développement de l'Afrique et donc du développement des peuples africains. Sujet très sensible, stratégique pour l'Afrique. Globalement, les besoins en termes d'électrification, besoins d'équipement pour l'électricité sont estimés par les agences de l'ONU à peu près 190 milliards de dollars par an. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'entrée de la Sonelgaz qui intervient comme une locomotive en termes de production d'électricité, mais derrière, il y a aussi des géants algériens, autant dans le privé que dans le public, en matière de production d'équipement. Ça va de l'interrupteur au transformateur, au câble.
Il y a énormément de choses à faire et c'est un marché qui est très très important, qui est stratégique pour l'Algérie. Et ça, c'est un axe d'entrée justement sur le continent africain qui est très intéressant. Pour parler du Tchad et du Niger, et pour aller dans votre sens, Tarek, il faut rappeler que la visite du président Mahamat Idriss Itno Déby, président donc, du Tchad, 30 mémorandums et accords ont été signés. Et l'Algérie construit aussi une centrale, puisque Mehdi parlait de Sonalgaz International. Sonalgaz va construire donc une centrale de 40 MW au Tchad, à Pressel, construite déjà et en fonction à N'Djamena, plutôt à Niamey au Niger. Et dans le cadre toujours de l'énergie, il y a eu une signature avec le Tchad, c'est juste un rappel, signature d'un accord 4 pour bâtir une deuxième raffinerie au Tchad pour permettre donc à ce pays d'avoir la souveraineté énergétique, en plus bien sûr des travaux que mène actuellement Sonatrach au niveau du nord du Niger pour exploiter un champ pétrolier important. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte de la fierté que devraient avoir toutes les Algériennes et tous les Algériens par rapport au fleuron qu'est Sonelgaz. Oui. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte qu'à l'intérieur de cette société étatique, de cette société nationale, il y a des milliers de femmes et d'hommes, d'ingénieurs, de techniciens qui font un travail remarquable et qui sont le fleuron de la technicité algérienne, qui sont sortis des études, qui sont sortis des universités algériennes et qui sont en train de montrer au monde le savoir-faire algérien dans toute sa splendeur, qui sont issus des universités algériennes. Et ça, je trouve que c'est vraiment sous-estimé, on ne le dit pas assez, mais que Sonatrach, Sonelgaz et ces sociétés étatiques-là soient nos meilleurs VRP partout dans le monde, en Afrique en l'occurrence et aussi partout dans le monde, ça devrait être vraiment mis en lumière, mis sous la lumière, et ça devrait vraiment être mis en relief parce que c'est juste exceptionnel et on a une chance incroyable d'avoir des sociétés de cet acabit-là. Voilà, c'est très important à dire. C'est très très important à dire. On ne connaît pas la chance qu'on a. En Vraiment. complémentarité avec ce que tu dis, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare. Il y a des pays, pour ne pas en citer qu'un seul, notamment le Makhzen, qui a promis monts et merveilles aux pays africains, qui n'a jamais joint les actes aux paroles. C'est vrai ou pas? Oui. Donc c'est un pays, effectivement, d'ailleurs, qui se dit au service de l'intérêt de l'Afrique, et en même temps, il est le dernier colonisateur de l'Afrique, le Sahara occidental. Donc à un moment donné, voilà, il faut arrêter le paradoxe. Non, ce que je veux dire par là, je conclurai très rapidement, c'est que l'Algérie, encore une fois, est en droite ligne avec d'abord la vision du président au lendemain de son élection, qui a voulu faire d'abord de l'Algérie la centralité d'abord diplomatique, géopolitique, géosécurité, on pourra en parler par la suite, mais surtout aussi géoéconomique. Et je pense qu'aujourd'hui, on le fait savoir à travers le savoir-faire algérien, mais surtout aussi à travers sa disponibilité, parce que tous les pays ne sont pas disponibles à aider leurs prochains. Donc là, c'est très important de le rappeler. Merci. Badis, on enchaîne avec, messieurs, si vous le voulez bien, avec les messages de vœux reçus par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de la part de présidents de pays frères à l'occasion du 5 juillet. Faisal. Pays frères et Aminouhed, effectivement, il y a une vingtaine d'accords, de messages reçus par Monsieur le Président de la République à l'occasion du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, notamment un message du président américain Donald Trump qui a évoqué et souligné les relations algéro-américaines qui ont connu au cours de l'année écoulée un renforcement et un développement accru. Et le président Trump a évoqué aussi le partenariat bilatéral, notamment en matière de soutien à la paix, à la sécurité et à la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu également des messages de vœux du serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, mais également du prince héritier et président du Conseil des ministres de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman Al Saoud. Les deux souverains ont souligné l'importance des relations et de la consolidation des rapports et des relations économiques, politiques et culturelles avec le pays. Le président Tebboune aussi a reçu d'autres messages de plusieurs autres pays, notamment la Tunisie, la Palestine, Cuba, le Bahreïn, le Sénégal, Oman, Kazakhstan et d'autres pays. À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, comme l'a si bien dit Faisal, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu un flot de messages de félicitations émanant, Faisal les a cités, d'États et de souverains du monde entier. Je veux insister sur une chose qui est pour moi importante et sur la portée de ce geste. C'est pas un geste, c'est pas un simple exercice protocolaire. Ces messages de félicitations, c'est une effervescence diplomatique qui traduit la centralité retrouvée de l'Algérie. Et on ne le dit pas assez. D'accord ? Ces messages traduisent que l'Algérie compte parmi les plus grands du monde. Et que l'Algérie est consultée, l'Algérie est félicitée, l'Algérie est consultée par
toutes les puissances dans le monde. Et c'est très important que quand on reçoit ce genre de message, justement, on en fasse la lecture, mais une lecture posée. C'est pas donné à tout le monde d'avoir acquis son indépendance par les armes. D'accord. On sait le prix lourd qu'a payé l'Algérie justement pour avoir acquis son indépendance. Et ce qui est important, c'est que le continent africain, actuellement, il est en train de redéfinir ses alliances et le pourtour méditerranéen se recompose sous l'effet de tensions multiples. On le voit un peu partout. Je pense que tout le monde peut le constater que 2025 et 2026 ont été des années charnières par rapport à ce qui se passe dans le monde et par rapport au conflit. Moi, ces messages de félicitations, je les prends comme une reconnaissance par les pairs, par les présidents, les chefs des États souverains, d'un acteur qu'est l'Algérie, dont le poids stratégique dépasse seulement le cadre régional. On ne parle pas que de l'Algérie au niveau méditerranéen, au niveau africain. On parle de l'Algérie dans le monde. Et je pense que ça, c'est très important de dire ça. Voilà. Et justement, Tarek Hafid, vous vouliez revenir, vous, sur le message du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Tout à fait, parce qu'à cette occasion, il n'y a pas eu un message de la part des dirigeants des États-Unis, mais deux messages. Donc il y a eu celui du président Trump et celui de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Je trouve intéressant parce que Marco Rubio a mis en avant le fait que les relations bilatérales ont réalisé des progrès considérables dans les domaines économiques, culturels et sécuritaires. Il parle de cette année passée. Et il s'est dit également impatient de renforcer la coopération avec l'Algérie. C'est-à-dire quand on prend le premier message de Marco Rubio après sa nomination en qualité de secrétaire d'État, qui était un message, on va dire, plus protocolaire qu'autre chose, mais là, on sent qu'il y a, on va dire, une avancée même dans sa vision de l'Algérie. C'est ce que j'ai constaté. Merci Tarek Hafid. On va faire une petite pause, mesdames et messieurs. On revient tout de suite. Hebdo Show Algérie revient, mesdames et messieurs, toujours sur A24 News pour la deuxième partie de l'émission. On poursuit avec l'œil d'Alger, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a reçu mercredi le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti. Le chef de l'État a reçu au palais d'El Mouradia, Mohamed Ali Nafti, le palais d'El Mouradia qui ne désemplit pas. C'est news si tu nous regardes pour le pays qu'est l'Algérie, qui reçoit tout le temps des ministres et des présidents des États étrangers, d'accord, alors que vous ne recevez que Zelensky. Le chef de l'État donc a reçu au palais d'El Mouradia Mohamed Ali Nafti, ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger, dans le cadre du comité de suivi de la 23e session de la Grande Commission mixte tuniso-algérienne. Donc le ministre a transmis les salutations et félicitations du président Kais Saïd, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a insisté en retour sur la convergence de vues entre les deux chefs d'État. Pour ma part, moi j'y vois une diplomatie assumée. L'axe Alger-Tunis ne relève plus de la seule solidarité historique. Il s'institutionnalise autour de dossiers structurants, sécurité des frontières bien évidemment, intégration économique sous-régionale, coordination sur les grands équilibres arabo-musulmans. C'est un partenariat gagnant-gagnant qui continue à gagner en densité au-delà du registre strictement symbolique. Donc l'Algérie et la Tunisie sont et seront encore des pays frères pour de très très nombreuses années, n'en déplaise aux aigris et aux jaloux. Effectivement, Voilà. Et puis jeudi, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé également à l'Académie militaire de Cherchel. Feu président Houali Boumediene, exactement. La cérémonie annuelle de sortie de promotion d'officiers au titre de l'année scolaire 2025-2026. Faisal. Oui, effectivement, c'est une cérémonie très très importante. Elle se tient annuellement, effectivement, à l'occasion de la fête d'indépendance. Et le président Abdelmajid Tebboune a assisté donc à la sortie de promotion au niveau de cette académie, qui est une académie citée en exemple dans toute l'Afrique, parce qu'elle reçoit aussi des élèves d'autres pays frères et amis. Et le président donc, a remis le diplôme au major de la promotion des officiers du cycle master, puis le grade de sous-lieutenant. Et l'épée de l'Académie au major de cette promotion, qui est la 57e depuis la création de cette académie. Et le président aussi a assisté à plusieurs démonstrations de la part des forces aériennes. On les a vues donc à l'image, mais également de la part des forces navales. Et cette opération des forces navales était importante parce que c'était un exercice consistant à la recherche et l'interception d'un navire suspect dans le cadre d'une opération d'interdiction maritime. C'était important. Et l'autre point important à souligner, Nouhed, c'est que cette 57e promotion donc, des élèves
de l'Académie militaire de Cherchell porte le nom du défunt président Liam Zerouel, Moujahid Liam Zerouel, Allah yarhamou. Pourquoi? Parce que le président Liam Zerouel était un élève de cette académie. Il n'a pas été uniquement un élève, il a été aussi directeur de cette académie. Effectivement. C'est un hommage très important. De juillet 81 août 82. Je pense qu'il convient de lire cet événement au-delà de sa dimension protocolaire. La coïncidence calendaire avec les commémorations du 64e anniversaire de l'indépendance n'est pas fortuite. Je pense qu'elle révèle aussi d'une mise en scène délibérée de la continuité entre l'État, nation issue de la lutte de libération et l'architecture de la défense contemporaine, c'est-à-dire la défense d'aujourd'hui. C'est très important aussi de savoir ça. Et les démonstrations de force exécutées par l'armée nationale populaire s'inscrivent quant à elles dans une logique de dissuasion projetée à destination des chancelleries observatrices, autant que d'un message adressé à l'opinion nationale sur la robustesse du dispositif sécuritaire du pays. Nous ne sommes pas une armée d'attaque, nous respectons la souveraineté de tous les pays, mais nous sommes une armée de défense nationale. C'est ce qui est très, très, très important à dire et à redire. Et nous sommes là, et notre armée nationale populaire est bien là et bien présente pour défendre notre souveraineté nationale. Écoutez, moi j'ai regardé la cérémonie, longuement d'ailleurs avec mon fils, avec fierté, avec dignité, avec honneur. Et ce que j'ai retenu, peut-être une lecture un peu différente, c'est une association de 3 temporalités, cette cérémonie. Ça a été dit plus ou moins, d'abord sur l'académie. Elle porte le nom de qui? De Feu Houari Boumediene. C'est l'incarnation elle-même de l'État-nation, je dirais l'État bâtisseur. Ensuite, nous avons les promotions. Les promotions, effectivement, portent le nom de Feu Liam Zerouel. Donc là aussi, c'est quelqu'un qui est associé incontournablement à la sauvegarde de l'État dans une période qui plus est, comme vous le savez, existentielle et sensible. Ensuite, nous avons la cérémonie. La cérémonie elle-même est présidée par qui? Par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui lui incarne ce continuum, ce legs, cet héritage, cette tradition, mais surtout aussi cette responsabilité historique qui est celle de continuer dans cette Algérie victorieuse. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai assisté non pas à une cérémonie où on remet des grades, mais plutôt on transmet un héritage, une tradition. La souveraineté est acquise effectivement au prix des sacrifices, mais c'est une souveraineté dans laquelle nous devons nous inscrire dans un nouveau vocable, plus contemporain, à savoir les indépendances au pluriel, comme je disais la dernière fois, comment garantir cette indépendance à travers des indépendances multidimensionnelles, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient informationnelles, qu'elles soient militaires. Et je pense que l'Algérie aujourd'hui, encore une fois, a démontré cela. Et dernier point, Nouhed, je reviens sur la lecture via le prisme occidental. Pendant longtemps, et surtout en Afrique, ce n'est pas propre à l'Algérie, en Afrique, l'Occident a regardé les armées africaines ou comme des institutions fragilisées ou faibles, ou comme des forces prétoriennes. Or, aujourd'hui, il s'avère que notre armée, valeureuse armée digne héritière de l'armée de libération nationale, a démontré qu'effectivement, elle est le garant, elle est la colonne vertébrale, sous les ordres du président de la République, Abdelmajid Tebboune, avec le chef d'état-major au service du peuple algérien, au service de son intégrité territoriale et surtout sa souveraineté acquise avec un lourd tribut. Autre actualité qui a également marqué la semaine, messieurs, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a ordonné le retour à Bamako de Kamal Ratieb en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mali. Faisal. Oui, c'est une décision qui est intervenue effectivement le vendredi 10 juillet 2026. Le président Abdelmajid Tebboune a décidé de rouvrir entièrement l'espace, plutôt d'envoyer effectivement M. Ratieb ambassadeur à Bamako, puisque M. Ratieb a été rappelé pour consultation le 7 avril 2025. Cette décision du président le président Tebboune traduit la volonté constante et résolue de rétablir les relations algéro-maliennes dans leur trajectoire historique, parce que le Mali est un pays voisin, et est un pays frère, et donc l'Algérie, comme on parlait tout à l'heure du Tchad et du Niger, l'Algérie aussi souhaite et est toujours prête à développer donc des règles de bon voisinage avec ce pays, grand pays qui est le Mali. Le même jour, le ministère de la Défense nationale a annoncé aussi, ce qui est très important, la réouverture complète de l'espace aérien national au vol malien, miroir d'une décision symétrique prise par Bamako. Cette séquence, elle marque justement la désescalade, l'aboutissement d'un processus de désescalade patiemment négocié et rond avec 15 mois, ça fait 15 mois, d'une crise qui avait fragilisé l'ensemble de l'architecture de sécurité sahélienne, portée par Alger depuis plus d'une décennie. Donc ce qui est très important, c'est que les esprits, quand ce sont des esprits apaisés,
qui ont travaillé de concerto, on a réussi justement à faire quelque chose de bien, de baisser la tension, de discuter. Et le retour de notre ambassadeur à Bamako et justement l'ouverture de l'espace aérien algérien aux vols commerciaux maliens est une belle preuve de l'Afrique et de l'importance qu'a le président de la République par rapport à la fraternité avec ses pays voisins et par rapport à la fraternité avec tous les pays africains. Donc c'est encore une belle preuve de la diplomatie algérienne. On aura l'occasion justement de revenir sur cette reprise du dialogue entre Alger et Bamako dans quelques instants, messieurs, dans l'œil d'Alger. Le temps de revenir également sur les condoléances adressées par le président de la République à l'État du Qatar à la suite du décès de l'ancien émir Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, saluant le parcours d'un dirigeant qui a profondément marqué l'histoire de son pays. Oui, effectivement, le décès de Hamad Ben Khalifa Al Thani, qui est donc le prince père, est intervenu aujourd'hui, et le président Abdelmadjid Tebboune a adressé donc un message à la famille et notamment au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir de Qatar. Le président Tebboune a souligné que le défunt était un grand ami de l'Algérie et entretenait une relation particulière, comme l'a souligné le président Tebboune dans son message, et qu'il aimait beaucoup un sentiment noble que l'Algérie lui a bien rendu, tout en tissant avec elle des liens solides et à travers de nombreuses visites marquantes. Et l'Algérie et le Qatar, tout le monde le sait, entretiennent d'excellentes relations grâce notamment à ce travail fait par le défunt Hamad Ben Khalifa Al Thani, l'émir père du Qatar. Merci Faisal Matawi. Et puis je voudrais qu'on revienne à présent sur la déclaration de l'ambassadeur allemand en Algérie qui a mis en avant l'excellence des relations entre l'Allemagne et l'Algérie, estimant que ce déplacement offrira l'occasion d'approfondir la relation et d'entrer dans une nouvelle étape du partenariat algéro-allemand. Mehdi. Écoutez, à quelques jours du déplacement du président Tebboune à Berlin, l'ambassadeur d'Allemagne, Georg Feilsheim, si je ne me suis pas trompé, excusez-moi pour la prononciation, a tenu un point de presse pour dresser les contours de cette visite d'État. Il a rappelé la profondeur historique des liens entre les deux pays, noués depuis 62, voire même avant 62, parce qu'on a su comme quoi l'Allemagne avait aidé avant 62 l'indépendance algérienne, ainsi que leur attachement commun au droit international dans un contexte marqué par des instabilités croissantes. Sur un plan de vue économique, nous savons tous que l'Allemagne est un partenaire important. Il demeure le 6e fournisseur de l'Algérie avec un volume d'échange de 3,5 milliards d'euros et une progression de 11% des exportations algériennes. Et il convient aussi de mettre cette visite dans une perspective plus large. Les liens d'amitié entre le président allemand et le président algérien, c'est très important. Oui. Ce sont un lien d'amitié très fort, un lien de respect mutuel très fort. Et je pense que cette visite va encore faire mal à beaucoup de certaines personnes qui vont la voir à travers la gorge. Mais ça, je m'en réjouis froidement, sachez-le. Badis, peut-être revenir aussi sur le fait que l'Allemagne aujourd'hui, Mehdi l'a dit, l'Allemagne est aujourd'hui le 6e fournisseur de l'Algérie. Écoutez, c'est une relation d'abord profonde, comme disait Mehdi, de tradition, mais surtout aussi d'avenir. C'est ça, c'est très important. On parle de l'Allemagne quand même, mais on parle aussi d'une locomotive au continent africain. Donc il y a cette complémentarité très intelligente dans un cadre, je dirais, de gagnant-gagnant, mais surtout aussi de bienveillance mutuelle. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on parle entre l'Afrique et l'Europe. Et ça peut être un modèle de coopération et de coordination entre deux continents pour démontrer que c'est possible. Qu'effectivement, à force de volonté commune et surtout aussi de défense d'intérêts, je dirais, croisés entre les deux pays, on peut y arriver. Effectivement, l'Algérie a démontré sur l'aspect énergétique que c'est un acteur pivot, fiable. L'Algérie est aussi un fournisseur, mais et là où je pointerai un peu plus du doigt et je détaillerai davantage, c'est que l'Algérie ne veut pas, parce qu'on parle d'hydrogène vert, l'Algérie ne veut pas devenir une simple station de service d'énergie verte de l'Europe, elle veut devenir véritablement un partenaire fiable sur une stratégie commune, bien pensée, encore une fois pour servir les deux intérêts des deux continents, parce qu'à travers l'Algérie, c'est l'Afrique également, exactement, mais surtout aussi avec Mehdi aussi, il faut rappeler, le président de la République a instauré cette approche aussi qui consiste à dire que nous pouvons coopérer, collaborer, mais avec une stratégie effectivement de coopération avec une valeur ajoutée, avec une plus-value commune. Je m'explique, à savoir, on peut effectivement travailler sur des projets dans lesquels l'Allemagne a un certain avantage est favorisé par rapport à d'autres pays, mais c'est dans un échange
transfert de savoir-faire, de transfert de technologie, de montée en compétences, de formation de nos élites, de formation de notre capital humain. Et c'est là où, je dirais, réside véritablement le vrai levier de développement entre les deux pays. Il y a une chose, excuse-moi Faisal, il y a une chose qui est importante. Cette visite, elle va acter une chose, c'est une reconfiguration stratégique du positionnement algérien vis-à-vis de la première puissance européenne. C'est important, l'Allemagne est la première puissance européenne. Et ça va conférer à Alger un statut d'interlocuteur privilégié dans l'architecture énergétique continentale en construction. Et à travers l'Afrique. À travers l'Afrique, exactement. Ce qui est aussi important, c'est qu'au cours des discussions à venir figure le projet de corridor South H2. Je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est une infrastructure qui est destinée à acheminer plusieurs millions de tonnes d'hydrogène vert algérien vers l'Allemagne via la Tunisie, l'Italie et l'Autriche. 3 pays avec lesquels on s'entend fort bien, malgré que l'Autriche, on a fait match nul avec eux. Un projet soutenu par l'Union européenne dans le cadre de sa stratégie de diversification énergétique post-gaz russe. Et quelques jours avant la visite du président de la République, Abdelmejid Tebboune, en Allemagne, Sonatrach a livré sa première cargaison de gaz naturel liquéfié directement à destination de l'Allemagne et qui est pour moi un geste hautement symbolique dont le calendrier n'échappe à personne. Ce qu'il faut retenir à mon sens, c'est le basculement qui s'opère sous nos yeux, c'est que l'Algérie n'est plus circonscrite au rôle de fournisseur d'hydrocarbures qu'on lui a longtemps assigné. Elle négocie désormais sa place dans la chaîne de valeur des énergies de transition avec l'ambition de devenir un maillon incontournable de la souveraineté énergétique européenne. Donc c'est très 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 important. On a une place à prendre, on est en train de la prendre et on la prend de façon très belle. Et intelligente aussi. Et intelligente, bien évidemment. Mais les Algériens et les Algériennes sont beaux et intelligents. Donc c'est comme ça. Aller dans votre sens, Mahdi, c'est qu'effectivement, l'Algérie contribue grandement à la sécurisation de l'approvisionnement énergétique de l'Europe et de l'Allemagne surtout, notamment en gaz naturel liquéfié GNL. Et vous avez cité effectivement cette première cargaison qui a été livrée le 2 juillet 2026, le méthanier Tessala historique, oui, qui a apporté 169 mètres cubes et qui a été déchargé donc, dans cette région de nord de l'Allemagne à partir de Bettaïwa, à partir donc du complexe de Bettaïwa dans l'ouest algérien. Et pour South Corridor, qui était effectivement un projet phare cité par Mahdi, il permettra parce que l'Algérie ambitionne de couvrir 10% des besoins européens en hydrogène vert d'ici 2040. Ce projet South 2 Corridor est très très important parce que c'est un réseau de canalisation de 3400 km pour acheminer de 1 à 4 millions de tonnes d'hydrogène vert, ce qui est très très important à partir du Sahara algérien vers l'Allemagne. Merci Faisal Mataoui. Et puis on revient avec vous, Tarek Hafed, sur le dernier éditorial de la revue El Jaish. Effectivement, l'éditorial, donc la revue, le dernier numéro qui a été publié aujourd'hui. Et dans cet édito, El Jaish rend hommage à la lutte du peuple algérien qui a abouti au recouvrement de sa souveraineté. Et là, il s'agit bien de recouvrement de la souveraineté, et pas uniquement d'indépendance. Et c'est quand même, les termes sont très importants. Et donc la revue du ministère de la Défense nationale précise que le 5 juillet est un jour glorieux qui a consacré le triomphe de la volonté du peuple algérien sur l'une des plus grandes puissances destructrices de l'époque, qui fut contrainte de se plier et de reconnaître son droit à la liberté et à la dignité. Jaish écrit également que l'histoire de l'humanité retient désormais comme la plus grande épopée libératrice du XXe siècle, pour avoir réussi à vaincre l'occupant barbare et porter un coup fatal à sa fierté et à son arrogance. Merci Tarek Hafed. Et puis peut-être, Badis, qu'on pourrait revenir également sur Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, qui a reçu son homologue tunisien cette semaine également. Effectivement, c'est en droite ligne avec la rencontre du président de la République, à savoir apporter une profondeur diplomatique, mais surtout aussi relever à une échelle beaucoup plus importante, une dimension beaucoup plus profonde, nos relations pour passer d'accords, on va dire, ou d'accords globaux vers une diplomatie du concret, une diplomatie effectivement. Moi, je pense que le saut qualitatif dans l'avenir, il n'est pas forcément de l'ordre diplomatique, mais plutôt économique, puisqu'on a nos deux pays qui aspirent effectivement d'abord à avoir une convergence et une co-construction d'une architecture économique importante, notamment du développement des deux pays, mais aussi une architecture notamment de stabilité. Elle est très importante aussi dans le cadre dans lequel nous évoluons, à savoir la sécurité de la région. Et historiquement parlant, voilà, c'est une relation traditionnelle, mais aujourd'hui qui a à cœur d'aller vers des dimensions beaucoup plus importantes, beaucoup plus approfondies. Et d'ailleurs, ça a été évoqué par le ministre des Affaires étrangères sur cet aspect où nous devons aller au-delà et surtout aussi optimiser cette relation pour qu'elle soit au diapason des enjeux des deux pays communs. La grande commission mixte algéro-tunisienne, Badi, s'est réunie le 12 décembre 2025
Et c'est pour ça que M. Nafta est venu, parce que notamment, comme le citait Mehdi tout à l'heure, le comité de suivi des relations, puisque, rappelez-vous, le 12 décembre 2025, à la faveur de cette grande commission qui a eu lieu à Tunis et présidée conjointement, notamment par M. le Premier ministre Sefer Riyeb, a été marquée par la signature quand même de 26 accords. Et le comité de suivi, justement, est chargé de suivre cet accord. Et M. Attab, vous avez parlé de M. Attab Nouhed, et M. Attab, ministre des Affaires étrangères algérien, disait que les relations bilatérales entre l'Algérie et la Tunisie reposent sur une histoire commune de lutte et de solidarité, imposant de transformer la solidarité d'hier en une intégration économique pour demain. Et il s'est félicité de projets d'investissement réalisés, notamment ces derniers temps, et la hausse des volumes des échanges, puisque le volume des échanges il a quand même augmenté pour atteindre 3 milliards de dollars entre les deux pays. Malgré ça, M. Attab a souligné que ce n'est pas suffisant, parce que ces échanges doivent être à la hauteur de la volonté des dirigeants de hisser cette relation à une relation stratégique entre deux pays voisins. Je pense, Faisal, que cette rencontre s'inscrit également dans une logique de densification institutionnelle. Nous avons un président de la République qui aime être en bon accord avec ses voisins. Il l'a encore prouvé avec le Mali il y a quelques jours. La Tunisie est un pays frère, est un pays ami, un pays qui a toujours été là aux côtés de l'Algérie. L'Algérie sera toujours à ses côtés. Et ce partenariat bilatéral, où tu parlais justement de cette grande commission mixte, fait maintenant désormais office de mécanisme de gouvernance permanente entre les deux capitales, ce qui est pour moi une très bonne chose, plutôt que de la simple instance, on va dire, de consultation périodique. Donc cette consultation mixte et cette commission justement de consultation mixte fait office en quelque sorte de fil conducteur entre les deux capitales pour que tout se passe dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais. Et c'est très important d'avoir justement des partenariats comme ça gagnant-gagnant avec nos voisins africains et nos voisins du bassin méditerranéen. Donc moi je suis très content. On a un ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines qui fait un travail exceptionnel. Il faut savoir le dire. Quand les gens ne font pas bien leur boulot, on sait le dire. Mais quand les gens font très bien leur job, il faut le dire. Et on félicite M. Ahmed Attaf pour le travail exceptionnel qu'il fait dans le domaine de la diplomatie, où la diplomatie algérienne rayonne à travers le monde. Et ça, c'est une très très belle chose pour notre grand et beau pays. Merci messieurs pour cette première partie. On passe tout de suite à l'aide d'Alger. Après plus d'une année de rupture, on le disait tout à l'heure, rupture diplomatique, Alger et Bamako décident de tourner la page. On en parlait donc en première partie d'émission. Les ambassadeurs algériens et maliens reprennent leurs postes et les espaces aériens rouvrent. On va en parler justement avec Bassem Larj, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors Bassem Larj, la première question sera pour vous. C'est donc la fin de 15 mois de brouille entre Alger et Bamako, la reprise du dialogue entre les deux pays. Est-ce que vous avez un commentaire à faire justement sur cet apaisement, appelons-le ainsi? Est-ce qu'on peut parler d'un signal fort aujourd'hui? Tout d'abord, merci pour votre invitation. Et concernant cette question, effectivement, on a finalement, je dirais, un retour à la normale dans les relations entre les deux pays, qui sont deux pays frères, dont les relations sont ancrées dans l'histoire. Et donc, le retour des relations diplomatiques acte finalement la fin d'une période, je dirais, qui était anormale, indépendante, bien évidemment, de la volonté de l'Algérie. Donc, on a un retour à la normale, ce qui constitue déjà un élément très positif dans les relations bilatérales et pour l'ensemble de la région sahélienne qui traverse actuellement une grave crise sécuritaire. Et ce retour ne peut que contribuer finalement à la stabilisation de la région et du Mali particulièrement. Et je pense que les autorités maliennes ont pris conscience finalement que l'approche algérienne par rapport à la crise qui secoue le pays depuis plus de 10 ans était, je pense, la bonne en réalité. C'est une approche multidimensionnelle qui ne se limite pas simplement à l'aspect sécuritaire qui a été prôné jusqu'à maintenant par les nouvelles autorités de Bamako. Donc je pense qu'on se dirige vers une période d'apaisement positive et que ne peut que donner, je pense, des résultats positifs dans le futur pour la stabilisation du pays. Donc selon vous, Bassem Larj, cette reprise finalement des relations va bien au-delà d'une reprise des relations diplomatiques, c'est plutôt un véritable changement stratégique? Oui, je pense, parce que si on voit le discours qui était quand même assez agressif de la part de Bamako pendant plusieurs mois, depuis la crise qui a débuté il y a minimum 15 mois en réalité, il y a eu une montée des tensions, des attaques régulières
sur Alger, qui était accusé systématiquement, en tout cas notamment d'ingérence dans les affaires maliennes, alors que l'Algérie a toujours joué un rôle stabilisateur en réalité dans ce pays. Et c'est à la demande des autorités maliennes que l'Algérie était intervenue en tant que médiateur entre les autorités centrales et les groupes rebelles activant au nord du Mali pour essayer de stabiliser la situation, pour offrir un terrain d'entente et de discussion et surtout pour éviter une dislocation du Mali. Et l'Algérie a toujours joué un rôle constructeur, en réalité constructif dans cette zone. Et je pense qu'on se dirige vers un retour à ce rôle classique historique de l'Algérie dans la stabilisation de la région. Et comme je le disais, on a vu que l'approche sécuritaire, ces résultats sont très discutables, pour ne pas dire totalement catastrophiques sur la stabilité du Mali aujourd'hui. On a vu ces derniers mois une recrudescence des attaques, un affaiblissement de l'État central qui a perdu beaucoup de territoire. Et donc je pense qu'il y a eu une remise en cause quelque part de cette stratégie par Bamako, et ce qui explique en partie le retour de ces relations. Est-ce que vous pensez que cette reprise du dialogue entre Alger et Bamako va permettre aujourd'hui de renforcer la coopération, notamment en matière de lutte antiterroriste dans la région du Sahel? Oui, cette coopération entre les deux pays est fondamentale. En réalité, elle dépasse même le cadre bilatéral entre l'Algérie et le Mali. Elle concerne également le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, des États avec lesquels l'Algérie entretient d'excellentes relations, qui se sont d'ailleurs renforcées ces derniers mois. Et donc, il manquait un élément en réalité dans cette évolution, c'était l'élément malien. Et donc, avec le retour à la normale des relations entre les deux pays, finalement, ça ne peut que renforcer la situation et en tout cas la coopération sécuritaire dans la zone. Il ne faut pas oublier que l'Algérie reste l'État pivot et l'État central, que ce soit au Maghreb ou dans cette zone, par rapport à ses compétences, ses capacités, son expérience en matière de lutte contre le terrorisme et de formation également par rapport aux élites locales dans les pays du Sahel, notamment sur le plan sécuritaire. Donc ce retour ne peut que renforcer cette coopération, et on espère que ça va aider à stabiliser le Mali. Très bien. Tarek Hafid, quel impact pourrait avoir ce dégel aujourd'hui sur la stabilité de la région sahélienne? Ça va avoir certainement un impact sur le plan sécuritaire, sur le plan du développement, sur le plan aussi des investissements. On parlait tout à l'heure de l'énergie électrique. Le Mali est demandeur de ce type d'investissement de la part de l'Algérie. Il va y avoir aussi un impact même sur la vie des citoyens des deux côtés des frontières. Donc il va y avoir effectivement des conséquences qui ne peuvent être que positives. Mais pour ce qui concerne le processus, ce qui s'est passé, cette nouvelle dynamique, cette détente, je pense qu'il est important de revenir à ce qui s'est passé il y a 2 mois, lors de la rencontre avec le président, avec la presse nationale, où il avait évoqué longuement le Mali, où il avait dit « je parle avec le cœur parce que j'aime le Mali ». Donc il avait dit qu'il était important de reprendre des relations apaisées, normales. Il avait mis en avant, il avait dit effectivement, il y a des responsables maliens qui ont jeté de l'huile sur le feu, mais il avait dit que le chef de la transition ne s'était jamais attaqué à l'Algérie. Donc c'était quand même, je considère que de la part venant du chef de l'État algérien, je pense que c'est ce qui a un peu, en quelque sorte, amorcé cette détente. Et voilà le résultat, on le voit maintenant, donc réouverture de l'espace aérien, retour des ambassadeurs, donc il faut s'attendre à des échanges plus soutenus sur le plan diplomatique, économique, mais il reste toujours le spectre je vais dire, l'intervention d'acteurs négatifs, notamment, il faut le dire, c'est le Maroc, c'est évidemment les sionistes qui peuvent intervenir et pour saboter justement cette reprise. Et donc pour ça, il faut rester très vigilant, autant au niveau de Bamako qu'au niveau d'Alger. Alors voilà, cette reprise du dialogue entre Alger et Bamako, on va continuer à en parler, mesdames et messieurs, dans quelques instants. Restez avec nous. Hebdo Jour Algérie se poursuit, mesdames et messieurs. On continue toujours avec l'œil d'Alger. On revient
sur l'apaisement des relations entre Alger et Bamako. On a écouté justement l'intervention de Mohamed Ag Amadou, qui est donc journaliste et acteur de la société civile malienne. Faisal, vous vouliez ajouter une information? Oui, effectivement, il faut noter, Nouhed, qu'il n'y a jamais eu de rupture diplomatique avec le Mali, c'est un pays voisin. Il y avait, c'est vrai, des périodes de froid, de brouille. C'est un grand pays du Sud, et l'Algérie est la grande sœur du Nord. Et les relations ont toujours été historiques, ça a été souligné maintes fois par le président Abdelmajid Tebboune. Lorsqu'il parle du Mali, il parle toujours en termes positifs. C'est un bon voisin et l'Algérie a toujours été, comme l'a évoqué tout à l'heure Mahdi, un pays qui a toujours un bon voisin avec la Tunisie, avec la Libye, avec le Niger, avec la Mauritanie et également avec le Mali. Le Mali n'est pas un pays pauvre, c'est un pays qui est riche en or, qui est riche en lithium, en coton, en produits agricoles, etc. C'est un pays avec qui l'Algérie peut encore une fois consolider les relations. C'est vrai que l'Algérie est toujours là au moment difficile. C'est vrai que c'est un pays qui fait face à des défis économiques et sociaux, notamment en matière de carburant, en matière d'énergie, en matière de terrorisme, parce qu'il faut noter que le Sahel, c'est des groupes terroristes, oui, notamment le JNIM, qui sèment la déstabilisation, qui menace toute la région sahélienne. Et toujours, l'Algérie a toujours dit qu'elle était disposée à contribuer notamment à stabiliser la région. Et cet accord, donc cette reprise entre les deux capitales, la reprise des liaisons aériennes, le retour des ambassadeurs, va dans le sens justement de cette stabilisation de toute la région, parce que c'est positif pour les populations. Évidemment, ça va ouvrir des perspectives. Nous avons eu aussi une période de brouille, une parenthèse qui a été vite fermée avec le Niger. Regardez où on sent aujourd'hui les relations avec le Niger, où on sent aussi les relations avec d'autres pays comme le Tchad et le Burkina Faso. Faisal, c'est le résultat d'une politique d'un homme qui s'appelle Abdelmajid Tebboune, qui parle avec les gens qui veulent comprendre et qui veulent écouter. D'accord ? Ce qui est important aujourd'hui, c'est que moi je vois toujours le verre à moitié plein et jamais à moitié vide. D'accord ? Il y a deux façons de voir un verre. Moi je vois que le président Abdelmajid Tebboune et son homologue M. Goïta ont fait un pas l'un vers l'autre pour que la situation s'apaise. La situation redevienne une situation tout à fait normale entre deux grands pays africains, parce que le Mali et l'Algérie sont deux grands pays africains qui ont une frontière en commune et qui ont surtout des ennemis en commun. Et les ennemis en commun, c'est le terrorisme, c'est l'insécurité, c'est la contrebande, c'est les résidus de terrorisme qui restent justement au niveau du Sahel. Donc, on a besoin de s'entraider, on a besoin de s'unifier, on a besoin de s'épauler mutuellement entre voisins. Et c'est ce qu'ont fait ces deux hommes, le président malien et le président algérien, pour pouvoir continuer à avoir une relation apaisée, fraternelle et de bon voisinage. Pas plus, pas moins. Et je suis vraiment, moi, pas du tout d'accord sur le terme qu'on a dit de rupture diplomatique. Il n'y a jamais eu de véritable rupture diplomatique. Et les mots ont un sens, les mots ont un poids. Il n'y a jamais eu de rupture diplomatique. Il y a eu une divergence d'opinion qui a été réglée dans un souci d'apaisement avec des voies diplomatiques, pas avec des voies militaires, avec des voies diplomatiques entre deux grands pays qui se respectent. Point à la ligne. Donc il faut être positif, il faut avoir une vision positive de l'avenir de l'Afrique. Et nous sommes deux pays africains qui allons continuer, comme depuis de nombreuses années, à avancer main dans la main vers justement des jours meilleurs pour avoir une belle et grande Afrique. C'est ce qu'on espère en tout cas, Mahdi. On va retourner du côté de Bassem Larraj. Est-ce que ce dialogue fraternel entre Alger et Bamako, c'est un élément crucial aujourd'hui pour la paix et la stabilité régionale ? Oui, bien évidemment, c'est quelque chose de fondamental que les relations entre les deux pays reviennent à la normale et que les deux, Alger et Bamako, reprennent un dialogue constructif et fraternel qui est en réalité la situation normale entre les deux pays, comme je le disais, vu leur histoire et liens historiques et humains entre les deux peuples. Et avec ce retour, effectivement, on peut s'attendre à beaucoup de choses positives. D'abord, comme ça a été souligné, en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme dans la région, mais également en matière de développement, et notamment pour le nord du Mali. On a vu que l'Algérie a désormais une véritable stratégie vis-à-vis des pays du Sahel qui prend forme véritablement, que ce soit au Niger, au Tchad, au Burkina Faso. Et le maillon manquant, c'était le Mali jusqu'à présent. Et donc, avec ce retour à la normale, on voit que la vision globale algérienne vis-à-vis du Sahel prend pleinement sa forme
et ça ne peut que contribuer positivement au développement, notamment économique, du Mali, parce qu'on peut s'attendre désormais à ce que les investissements algériens, la coopération, les échanges économiques entre les deux pays reviennent à la normale et peut-être même au-delà. Et dans ce cadre-là, beaucoup d'entreprises algériennes peuvent jouer un rôle, notamment la Sonatrach, à titre d'exemple, peut jouer un rôle fondamental dans cette stratégie de coopération, notamment sur le plan économique avec le Mali. Le Mali, effectivement, comme ça a été dit, est un pays riche qui regorge d'énormes ressources naturelles qui, malheureusement, jusqu'à présent, n'ont pas été pleinement exploitées, en tout cas pas à leur juste valeur. Et dans ce cadre-là, je pense que l'expertise algérienne et l'expérience des entreprises algériennes peut être fondamentale. Ce qui est important, bonsoir monsieur, ce qui est important aussi à souligner, c'est que l'Algérie avait pendant de trop nombreuses années tourné le dos à l'Afrique. Et sous la présidence de M. Abdelmajid Tebboune, justement, l'Algérie a repris sa place en Afrique parce qu'elle a voulu dialoguer, elle a voulu se recentrer sur l'Afrique. Et le président l'avait dit lors de l'un de ses discours que l'Afrique devait avoir sa place, l'Algérie devait reprendre sa place en Afrique par rapport à son histoire et par rapport à justement ce sentiment d'appartenance à ce continent. Les uns Effectivement, comprennent. je suis tout à fait d'accord. Voilà, avec les uns ça. comprennent. On sent qu'il y a une véritable vision stratégique algérienne vis-à-vis du Sahel et au-delà vis-à-vis de l'Afrique. Où l'Algérie reprend sa place naturelle, je dirais, dans son environnement. Qu'on a perdu pendant de trop nombreuses années. Qu'on a perdu pendant de trop nombreuses années. Je pense que vous le savez, qu'on avait tourné le dos à l'Afrique pour aller plus vers le nord, ce qui a été pour moi un échec retentissant. Les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, et enfin d'autres ne peuvent pas comprendre cette politique parce qu'ils ne sont pas assez intelligents pour ça. Mais moi, pour moi, cette politique, ce qui est importante, c'est qu'on se concentre déjà sur ce qu'on est, sur notre appartenance continentale, avant de vouloir développer d'autres réseaux à l'international. Et c'est ce qui a été fait depuis 2019, justement, où l'Algérie s'est reconcentrée sur l'essentiel, donc ses voisins premiers, ensuite le continent, et ensuite on continuera justement à se développer vers l'international. Et je pense que c'est de très bon augure pour le développement de notre pays. Alors je veux savoir, mesdames et messieurs, que le QR code fonctionne. Vous pouvez toujours nous envoyer un message, scannez donc le QR code et vous pourrez tomber sur une plateforme et nous écrire si vous le souhaitez. Nous avons justement reçu ce commentaire de M. Seydou Fouébé de Bamako. Il nous dit « Nous sommes contents que Goïta marche sur les pas de Madibo et que l'Algérie est incontournable pour le Sahel. Le peuple malien n'attendait que ça, revenir à une Afrique unie. » Je sais très bien que ça a fait beaucoup de mal. Cette réconciliation, entre guillemets, entre Bamako et Alger, ça fait beaucoup de mal à certains de nos ennemis. Je m'en réjouis, sachez-le, je m'en réjouis et je continuerai à boire du thé. Et ça me fait vraiment plaisir de savoir que Bamako et Alger sont repartis comme dans nos plus belles années. Et on va continuer à développer justement nos deux grands beaux pays que sont le Mali et l'Algérie. Merci Mahdi Bassem Laraj, vous restez avec nous. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite. On poursuit ici à l'œil d'Alger, mesdames et messieurs, avec une autre actualité. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, est attendu à Alger le 20 juillet pour une visite officielle qui s'inscrit dans le processus de normalisation des relations entre l'Algérie et l'Espagne après plusieurs années donc de tensions diplomatiques. Selon le média The Objective, Sánchez sera accompagné de la troisième vice-présidente du gouvernement et ministre de la Transition écologique ainsi que d'autres membres du gouvernement espagnol. Bassem Laraj est encore avec nous et puis se joint à nous également avec un grand plaisir. C'est un grand plaisir de vous accueillir, M. Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Saïd Ayachi. Alors, la première question que j'aurais peut-être à poser à vous, Bassem Laraj, c'est que va représenter cette visite de Pedro Sánchez en Algérie? Quels sont les principaux objectifs de sa visite? Acté, je dirais, de manière officielle et symbolique le retour à la normale dans les relations entre les deux pays qui avaient traversé effectivement, comme vous l'avez soulevé, une période de tension qui avait suivi l'alignement sur ce que les Marocains présentent comme leur plan d'autonomie. Donc ça avait créé des tensions entre Alger et Madrid parce que Madrid finalement a remis en cause sa position historique et renié sa responsabilité historique également vis-à-vis du dossier sahraoui.
Ouais, ouais, effectivement. Et donc là, c'est une manière symbolique pour acter ce retour à la normale, sans oublier qu'il y a une nouvelle loi qui est en discussion à Madrid pour accorder la nationalité sahraoui aux populations locales qui étaient là lors de l'occupation espagnole. Et donc, je pense que c'est un ensemble d'éléments qui vont permettre en partie de remettre à plat, je dirais, les relations entre Alger et Madrid, sans oublier la coopération économique qui reste fondamentale pour les deux pays. Il ne faut pas oublier que Madrid, les entreprises espagnoles ont perdu plus de 3 milliards de dollars au cours de cette période de tension. Donc, on voit que Madrid a tout intérêt à reprendre de bons rapports avec l'Algérie, notamment sur le plan économique. Et donc, l'Espagne reste également un partenaire important pour l'Algérie. Saïd Ayachi, avant d'aller justement vers la question du Sahara occidental, il est important de rappeler que l'Espagne et l'Algérie, c'est une relation stratégique et un partenariat économique solide et prometteur. D'ailleurs, lors de la dernière foire internationale d'Alger, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré « L'Espagne est le choix du cœur, le choix de la raison ». C'est très juste, c'est très juste. L'Algérie a toujours entretenu depuis très longtemps des relations équilibrées et productives avec l'Espagne, pour plusieurs raisons d'ailleurs, proximité géographique bien entendu, des liens historiques qu'il ne faut pas renier, un volume d'échanges commerciaux très important, d'ailleurs au bénéfice des deux pays, et j'allais dire presque, il y a une attractivité espagnole pour les Algériens et vice-versa, une attractivité algérienne pour les Espagnols. Donc on a vu se mettre en place tout un tissu de relations commerciales et économiques très important qui a pris de l'ampleur avec les gouvernements espagnols successifs. Et si ce n'était la déconvenue de mars 2022 et cette volte-face de Pedro Sánchez, les relations, je rappelle tout simplement que c'était peut-être pour le bassin méditerranéen et l'Europe en général, le pays, j'allais dire, de fréquentation politico-économique le numéro 1 pour l'Algérie, ce qui nous a par la suite ouvert les yeux sur la possibilité de le faire avec l'Italie d'ailleurs, lorsque il y a eu ce dérapage de Pedro Sánchez en mars 2022. Et donc, que les relations reviennent, du moins sur le plan encore économico-financier et commercial, reviennent à la normale, c'est de bonnes augures. Et de toute façon, c'est l'intérêt des deux pays. Et j'allais dire, les relations sont comme ça entre les États. Reste quand même un contentieux sur le dossier du Sahara occidental, non pas parce que nous devons prendre position en ce qui concerne ce que devrait faire l'Espagne, ça a été rappelé, les responsabilités historiques de l'Espagne dans le dossier sahraoui, c'est tout simplement que la décision espagnole de soutenir la proposition marocaine d'autonomie pour le peuple sahraoui sans consultation référendaire, c'est ça qui est très grave, fait que cela ne pouvait qu'attiser le conflit au Sahara occidental, un conflit armé, je le rappelle, puisque ce fait a été violé en 2020 par les forces armées marocaines, et que cela se déroule à nos frontières et que, à Dieu ne plaise, cela peut déborder et cela crée un problème de sécurité nationale. Voilà le gros problème qu'il y a. Maintenant, il faut acquérir les choses étant ce qu'elles sont, elles peuvent évoluer dans le bon sens, sauf qu'il faut rappeler encore une fois que l'Espagne a une responsabilité vis-à-vis du peuple sahraoui. Effectivement, et le Sahara occidental, justement, on continue d'en parler avec vous, Tarek, avec cette proposition de loi visant à accorder la nationalité espagnole aux personnes nées au Sahara occidental lorsqu'il était sous administration espagnole. Vous avez justement écrit un article là-dessus. Oui, tout à fait. Il faut déjà parler de ce principe inscrit donc, dans la Constitution espagnole, et c'est un principe qui est important pour les Espagnols, c'est la possibilité d'accorder, après un certain nombre d'années de résidence sur le territoire espagnol, la nationalité au peuple colonisé par l'Espagne. Oui. Donc ça va bien sûr plusieurs pays en Amérique latine, il y a aussi Andorre, le Portugal, et ce principe n'a jamais été appliqué aux Sahraouis. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un parti politique qui soutient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, qui a fait cette proposition de loi. La proposition de loi a été bloquée pendant de longs mois par
le parti socialiste, donc espagnol de Pedro Sanchez. Et il y a quelques jours, il y a une intervention et ça c'est très bien expliqué par un avocat sahraoui installé en Espagne, une intervention du ministère des Affaires étrangères espagnol pour justement débloquer, il y a eu une modification de cette loi, pour débloquer cette proposition de loi et donc pour permettre justement aux Sahraouis nés avant août 1977 de pouvoir bénéficier de cette nationalité, de cette citoyenneté, et qui devient une citoyenneté d'origine, sans passer justement par la case de la résidence, de ce séjour obligatoire sur le territoire espagnol. Et ils sont environ 50 000 Sahraouis. En tout et pour tout, il y aurait environ 50 000 Sahraouis qui pourraient bénéficier de cette disposition, sans compter tous les autres Sahraouis qui pourraient bénéficier de cette, qui ne rentrent pas de cette case, mais après justement l'obtention du quart de séjour de 2 ans, pourront aussi accéder à la citoyenneté. Et là, c'est en train effectivement de chambouler sur le plan, on va dire, politique, la situation. C'est une forme de prise de conscience, de responsabilité, le docteur Ayashi pourra le confirmer, de la part de l'État espagnol, et en plus on le considère aussi de la part même du Parti socialiste, qui s'est en réalité défaussé de ses responsabilités ces dernières années. Saad Ayashi, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de loi? Très critique. Mais bon, on va essayer de décortiquer tout ça. D'abord, les Français ont appelé pour les Algériens la réintégration dans la nationalité d'origine dans le temps. J'allais dire, un colonisateur c'est le minimum qu'il puisse faire quand cela est demandé, bien sûr, parce que de toute façon, ce n'est pas le truc. Alors, je pense que le Parti socialiste espagnol veut se donner bonne conscience à moindre frais en croyant faire un cadeau. Et quelle génération? L'ancienne génération, puisque ceux qui sont nés avant 1975, qui ont le droit donc de bénéficier de cette loi. Mais d'abord, on verra bien qu'est-ce qu'il en sera. Il y aura forcément des gens qui vont accepter. Mais le problème qui se pose, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Maintenant, comme vous le savez, que le dossier sahraoui est dans une phase critique face à un traitement qui n'est pas toujours conforme au droit international. Et est-ce que ce n'est pas un appât qu'on lance à l'ancienne génération pour leur dire, bon, finalement, peut-être que vous avez perdu, vous allez... Voilà, il y a un terrain d'atterrissage quelque part en Espagne, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème, vous serez protégé, etc. Il peut y avoir une manipulation, y compris donc avec l'accord, avec la complicité des Marocains. Moi, je garde toujours en l'esprit qu'il y a un tandem diabolique entre le Parti socialiste et le Makhzen. Et donc, cela peut aller dans un sens où, aujourd'hui, on fait des pressions infernales sur les Sahraouis pour qu'ils acceptent l'autonomie, sans consultation du peuple sahraoui, tout le problème est là. Et puis, pour ceux qui ne sont pas d'accord, de toute façon, vous allez où aller, vous pouvez aller en Espagne, on vous donne la nationalité, il n'y a aucun problème. Et donc, cela requiert d'abord de la vigilance, cela requiert, j'allais dire, une analyse critique, une analyse sérieuse de la chose. Et puis, évidemment, il y en aura qui vont, j'allais dire, en profiter, parce que, comme vous le savez, il y a déjà cette menace de vouloir mettre en avant, à la place du Front Polisario, le mouvement des Sahraouis pour la paix. Si le Polisario ne veut pas absolument, j'allais dire, accepter cette proposition d'autonomie sans consultation du peuple sahraoui, eh ben, il y a des Espagnols, il y a des Sahraouis qui le veulent. Et à ce moment-là, on peut leur donner cette position de pouvoir être représentant du peuple sahraoui, alors qu'ils ne le sont absolument pas. En tout cas, Badis, cette proposition de loi déplaît du côté de Rabat. Écoutez, elle est même, je dirais, elle est redoutable politiquement pour le Makhzen, pour la bonne et simple raison, d'abord pour son narratif, puisque lui qui a voulu une clôture politique rapide et diplomatique du dossier sahraoui, par l'accumulation, entre parenthèses, de reconnaissance,
je dirais, d'alliance, parfois même contre nature, de normalisation. Et aujourd'hui, il fait face à une transformation, notamment de cette souveraineté du Sahara qui était jusque-là territoriale, qui est devenue identitaire, qui est devenue citoyenne, qui est devenue individuelle. Et cela revient un peu au réel diplomatique et surtout le poids du corpus juridique international qui contredit finalement ce narratif, contredit ces attentes, notamment du Mekhzen. Un Mekhzen d'ailleurs, je rappelle Nouhed, qui est pas seulement coercitif, pas seulement liberticide avec le peuple sahraoui, mais y compris aussi avec le peuple marocain, où je rappelle le célèbre journaliste marocain Alil Rabat, résident en Espagne, a été interpellé à son arrivée à Tanger, au Maroc. Il est réputé pour être un acteur, un militant pour plus de démocratie, plus de liberté, plus de considération du peuple marocain. Et figurez-vous, il s'est fait arrêter. À ce jour, au moment où on parle en tout cas, le Mekhzen n'a pas communiqué, n'a pas pipé un mot, et c'est le silence radio. Donc c'est pour vous dire effectivement un peu le modèle de ce Mekhzen qui ne fait pas de distinction entre ses citoyens et également une colonie, je répète encore une fois, lui qui se targue d'aider, de vouloir aider l'Afrique, c'est le dernier colonisateur notamment du continent africain. Et qui plus est, il le fait savoir à travers la spoliation des richesses du Sahara occidental, à travers aussi la tentative, ou je dirais les tentatives au pluriel, puisqu'elles sont légion, d'exterminer de l'identité sahraoui. Aujourd'hui, cette loi, elle est importante et historique pour la bonne et simple raison qu'elle remet sur la table, notamment du droit international, l'identité du Sahraoui. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est la naturalisation notamment des concitoyens sahraouis nés avant août 1977, mais la donne aussi qui est importante à soulever, c'est les descendants également. Donc ça donne d'abord une responsabilité historique, ça a été dit, mais surtout aussi l'aspect de la diplomatie de l'état civil qui prime aujourd'hui et qui remet un peu, qui rabat les cartes pour dire non, le dossier du Sahraoui n'est loin d'être clôturé et bien évidemment est régi par des résolutions onusiennes, est régi par le droit international, est régi aussi par le droit d'un peuple qui veut s'affranchir du diktat et de la colonisation d'un oppresseur. Et peut-être que ce qui dérange le Maroc, ou notamment le Mekhzen, aujourd'hui, si cette loi passe, Saïd Ayachi, c'est que avec cette loi, on saura finalement qui sont les Sahraouis d'origine et qui sont les colons marocains imposés par la colonisation. C'est très clair, c'est très clair. Les colonisateurs sont bien connus, aussi bien le colonisateur sur le terrain que l'État qui le gère. Et de ce côté-là, le Maroc ne s'en cache pas. Il occupe le Maroc, le Sahara occidental, il exploite, il encourage l'investissement étranger, etc. Tout le problème maintenant, c'est le problème du droit international. Le problème du droit international, pour le dossier sahraoui, c'est très clair comme l'eau de roche. Le peuple sahraoui doit être consulté indiscutablement sur le choix qu'il veut faire de son destin. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une sorte de passage en force contre le droit international. Ça sera très difficile de le faire parce que, tout simplement, sauf à réécrire le droit international. C'est-à-dire, il faudra dire que, par exemple, que le peuple sahraoui, le territoire sahraoui n'est pas un territoire non autonome, alors qu'il est répertorié comme tel depuis 1963 sur les tablettes de l'ONU. C'est dire aussi que la résolution 1514 n'accorde pas au peuple colonisé le droit à un référendum d'autodétermination. Il faudra à ce moment aller annuler cette résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui date du 14 décembre 1960. Et beaucoup de choses. Sinon, tout ce qu'on peut proposer ou tout ce qu'on veut imposer au peuple sahraoui ne peut pas trouver crédit sur le plan international parce que ça va à l'encontre même de la mission des Nations Unies et de sa doctrine de décolonisation. Et donc le problème maintenant, c'est la quadrature du cercle. On veut imposer quelque chose par la force et j'allais dire avec des moyens immenses. Et de l'autre côté, il y a un droit national qui est très clair qui concerne les Sahraouis et qu'il faudra faire avec. Combien, M. Ayachi, le Maroc a tenté justement de violer le droit international? Vous avez cité le Polisario. Le Polisario reste le représentant légitime du peuple sahraoui aux yeux du droit international. Le dossier du Sahara occidental est au niveau de la commission 4 de l'ONU, celle de la décolonisation qui s'est réunie
il y a quelques mois, et toutes les résolutions relatives à ce dernier territoire encore occupé en Afrique sont toujours en cours. C'est vrai que la propagande du Palais Royal, à travers ses relais notamment, ont toujours tenté de vider le dossier ou de considérer ça comme un dossier algérien. Bien sûr, c'est de la propagande, mais ça n'a toujours pas réussi. Ça date depuis des années, et le droit international, vous l'avez souligné, est toujours là, et toujours il plaide pour justement un référendum d'autodétermination qui permettra au peuple sahraoui de se déterminer. On ne va pas décider à la place des Sahraouis. Excusez-moi. L'enjeu, comme disait le docteur Ayachi, c'est l'organisation de ce référendum d'autodétermination. Les Marocains le refusent pour plusieurs raisons, mais il y en a une qui est essentielle, c'est que justement, les colons, il y a un problème de confiance du Makhzen vis-à-vis des colons qui ont été imposés dans les listes électorales. Je pense que le fait, si cette loi passe, ça va encourager encore plus ces colons marocains à voter pour l'indépendance du Sahara occidental. C'est-à-dire qu'ils ont tout intérêt dans l'absolu à pouvoir, et c'est ce qui fait peur aux Makhzen aujourd'hui. Voilà, à pouvoir bénéficier en plus de cette facilité, de pouvoir avoir une résidence, de pouvoir avoir une nationalité espagnole, etc. Merci. Il y a une chose clairement établie, si vous permettez, depuis longtemps, mais davantage encore aujourd'hui, c'est que il y a un fossé entre le Makhzen et le peuple marocain, pour plusieurs raisons. La plus connue étant la normalisation avec l'entité sioniste, mais aussi il y a une suspicion, j'allais dire, atavique du régime marocain envers son peuple. Et donc on ne fait pas confiance aux Marocains, combien même il sera, d'autant plus qu'ils étaient, pour ainsi dire, en mission de colonisation, on les a envoyés pour s'en débarrasser en 1975. Oui. On s'est débarrassé du loupen prolétariat qui gênait le roi du Maroc, qui donnait une mauvaise image du royaume pour les isoler au Sahara occidental. Et donc, effectivement, ce que disent mes amis est très juste. On ne fait pas confiance à ces Marocains, encore que il faudra être vigilant parce que le Makhzen tient absolument à ce qu'il y ait ce passage en force aidé par certaines puissances du Conseil de sécurité. Badis, alors Saïd Ayachi vient de dire on ne peut pas faire confiance à ces Marocains. Et justement, on en vient à cette fake news, de plus venant de la part de notre voisin de l'Ouest. Alors il paraît que l'Algérie, à travers ses médias, donc à travers nous, parlerait beaucoup trop du Maroc. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette nouvelle ineptie ? Curieux que je suis, mais surtout factuel et méthodique, j'ai voulu creuser un peu plus. On nous explique très sérieusement d'ailleurs, Nouhad, par des médias, y compris des médias proxy, notamment qui pullulent un peu partout, que l'Algérie parlerait trop du Maroc vraisemblablement. Manifestement à Rabat, Rabat a une définition clairement très créative du mot « trop ». Pourquoi je dis ça ? Parce que sur une seule année, Nouhad, ce sont plus de 35 000 contenus marocains consacrés à l'Algérie. Vous imaginez, de 2023 à 2024. Je m'expliquerai un peu sur la méthodologie. Mais à ce rythme-là, croyez-moi, l'Algérie n'est plus un sujet d'actualité, c'est une grille de programme de médias marocains. Télévision, presse écrite, sites d'information, réseaux sociaux, tout y passe. Mais pourquoi, on dirait, cette obsession notamment du Makhzen par rapport à l'Algérie ? Parce que parler d'Alger, c'est très pratique. D'abord, c'est très commode. Ça évite de parler du pouvoir d'achat. Ça évite de parler du chômage. Ça évite de parler de la santé, de l'école pour tous, de l'eau, qui se fait rare, des inégalités notamment, et surtout des colères sociales. Et ça évite aussi de parler des échecs diplomatiques cuisants qu'a connu la diplomatie marocaine, tant bien que mal qu'elle essaye de cacher tant bien que mal. Et enfin, et surtout, je dirais, ça évite de parler de l'impopularité de la normalisation avec l'entité sioniste, qui est de plus en plus décriée par le peuple marocain. En clair, quand le Makhzen manque de réponse, au pluriel, il fabrique une diversion, ou dois-je dire, il fabrique un anesthésion. L'Algérie devient donc l'épouvantail qu'on agite devant l'opinion. C'est un ennemi commode, comme je disais, c'est un écran de fumée, c'est un sujet de substitution, vous l'aurez compris. On parle d'Alger pour ne pas parler de Rabat, on dénonce pour ne pas... ou plutôt on dénonce une menace extérieure, c'est connu dans le modus operandi du Makhzen, pour éviter de nommer les échecs, encore une fois au pluriel, intérieurs. Donc on remplit les antennes, si vous voulez, parce qu'on n'arrive pas à produire des réponses au peuple marocain.
Là, je demanderai à la régie d'afficher l'infographie, l'illustration en tout cas de quelques recherches que j'ai menées, puisque là, c'est place aux chiffres qui, eux, parlent d'eux-mêmes. En attendant, je vais peut-être expliquer aux téléspectateurs la méthodologie. Elle a affiché à l'écran. La méthodologie, donc, c'est de la période de juin 2024 à mai 2025, avec une approche de veille et analyse, notamment avec des outils précis, Press Monitor, VisiBrain, Talkwalker, médias locaux, notamment pour étoffer et affiner ces recherches. Les mots-clés, vous l'aurez compris, c'est Algérie, Alger, Abdelmajid Tebboune, régime algérien, gaz algérien, Sahara occidental et j'en passe. Il n'y a pas Razal Mahdi. Comment? Il n'y a pas Razal Mahdi. Certainement. Je vais creuser ça la prochaine fois. On va maintenant s'attarder sur l'illustration et les résultats. Donc, le bloc 1, c'est ce que vous avez, parce que je ne le vois pas, ce que vous avez en gauche, à gauche, en haut à gauche. Regardez d'ailleurs ce premier indicateur, merci la régie. Donc, il est éloquent, il est très parlant. En seulement 12 mois, vous avez plus de 35 214 contenus consacrés à l'Algérie qui ont été publiés sur les médias marocains. Et là, je parle de médias marocains, attention, je m'expliquerai pourquoi je dis ça. 35 000 contenus en un an, ce n'est pas de l'information, c'est une fixation, croyez-moi. Un sujet toutes les 36 minutes, en moyenne, ce n'est pas une couverture, c'est un abonnement. Un abonnement appelé Algérie. Le bloc 2, donc en allant plus vers la droite, répartition par support. Là, on a un deuxième enseignement très intéressant. L'audiovisuel représente 45% de cette production, ce qui quand même équivaut à peu ou prou 15 836 contenus sur l'audiovisuel. La presse écrite n'est pas épargnée, elle suit derrière avec 30%, ce qui représente plus de 10 575 contenus, oui. Puis les sites d'information, ou je dirais de désinformation, avec 20%. Avec plus de 7031 contenus. Et enfin, les réseaux sociaux ne sont pas épargnés également. Réseaux sociaux étatiques, je ne parle pas des mouches électroniques. Là, on parle de 1772 contenus. Les mouches électroniques, certainement millions, et je pourrais peut-être creuser ça pour la prochaine fois. On avance vers le bloc 3, et là, effectivement, on arrive vers les 96 contenus par jour. Cela signifie 4 contenus par heure sur l'Algérie. Toutes les 36 minutes, un nouveau contenu sur l'Algérie apparaît dans les espaces médiatiques marocains. À ce rythme-là, encore une fois, l'Algérie est devenue une rubrique permanente, Mehdi. Ensuite, le bloc 4, c'est les thèmes. J'ai été curieux de savoir de quoi on parle sur l'Algérie. Vous l'aurez compris, thème privilégié ou sujet privilégié en tête arrivent les relations algéro-marocaines, suivi du Sahara occidental dont on avait évoqué tout à l'heure, et les avancées, des questions économiques aussi, des affaires intérieures algériennes et aussi du sport. Et on l'a vu à travers récemment la CAN. Le fil conducteur est évident, maintenir l'Algérie au cœur de l'agenda médiatique marocain. Le bloc 5, notamment la tonalité de ces contenus, je pense que la tonalité est très révélatrice. Autrement dit, la répétition ne suffit pas, elle s'accompagne d'une orientation éditoriale marquée par l'hostilité, par le négatif envers l'Algérie. Alors, non, ce n'est pas l'Algérie, Nouad, qui parle trop du Maroc. La conclusion pour moi, elle est simple, et je pense pour les téléspectateurs qui peuvent, en tout cas, regarder ces détails, qui peuvent étayer encore une fois et contredire cette fake news. C'est le Merzen qui a besoin de l'Algérie comme paravent médiatique. Quand un pouvoir parle autant de son voisin, c'est qu'il est d'abord honté par ce dernier, et c'est souvent pour éviter que son peuple ne parle de lui et lui demande des comptes. Merci, Obadis Khnissaoui, Saïd Hayachi. Je compléterai cette brillante présentation de notre ami Bédis par un point aussi essentiel, c'est que la diabolisation de l'Algérie est une stratégie d'État de l'État marocain, dans le cadre, je parle du Sahara occidental, parce que depuis une trentaine d'années, au moins une trentaine d'années, le Maroc a présenté l'Algérie comme étant un État belliqueux, un État qui veut asseoir son hégémonie sur la région, qui cherche à étouffer ses voisins, et tout ça tout simplement pour créer une diversion, et Bédis l'a très bien dit, pour présenter l'Algérie comme étant l'empêcheur de tourner en rang dans la région qui gêne la stabilité, la sécurité. Et l'objectif est important, il est sous-jacent, mais très important. On veut extraire le dossier du Sahara occidental de son cadre juridique pour en faire un problème de voisinage avec l'Algérie. Et à ce moment-là, on échappe
à la sanction du droit international, ça deviendrait des problèmes, comme on vient de le dire, entre voisins. Et ça pourrait être résolu avec, évidemment, la rengaine que le Polisario est une création de l'Algérie, que c'est l'Algérie qui a fait ceci et cela pour les Sahraouis, etc. Et donc ça fait partie. C'est eux qui parlent. Évidemment, j'ajouterai au tableau très instructif qui nous a été présenté qu'il y a 2 armes essentielles, sinon 3, la troisième étant arrivée récemment. Il y a l'amalgame, le mensonge et l'agressivité maintenant, une agressivité notoire contre l'Algérie. Tarek Hafid, très rapidement avant qu'on... Oui, je voudrais juste faire un petit parallèle. Revenir au Mali. L'Algérie a toujours été contre le morcellement du Mali. Ça a toujours été la réalité. Imaginez si le Mali avait pour voisin le Maroc. Ça aurait été alors l'occasion justement pour prendre une grande partie de ce territoire, d'autant plus que Dr Laïachi, confirmez-le, dans le cadre justement du projet du Grand Maroc, une partie du Mali, le nord du Mali est revendiqué par le Maroc. C'est connu. Merci Tarek Hafid. Saïd Ayachi, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour votre éclairage. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Merci Saïd Ayachi. Je tiens également à vous remercier Bassem Larj d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on va passer, messieurs, à un autre sujet avant de faire une petite pause. Ça sera dans quelques instants, la pause. Mais avant ça, on va passer à un autre sujet. Il concerne l'agent diplomatique algérien incarcéré en France depuis plus d'une année et qui est toujours en détention. À l'heure actuelle, la Cour d'appel de Paris a rejeté jeudi 9 juillet la demande de sa remise en liberté provisoire. Mais est-ce que ce rejet aujourd'hui, on peut dire qu'il vient une fois de plus empoisonner la relation entre Alger et Paris? Écoutez, c'est évident que ce n'est pas un facilitateur pour avoir de meilleures relations avec la France actuellement, mais moi ce qui me rend un peu, pas triste, je dirais pas triste, mais ce qui me rend un peu perplexe, c'est que dans la même semaine, on a un agent diplomatique qui est en prison contre toutes les obligations de la Convention de Vienne. Et on a une femme qui vient d'être condamnée pour avoir détourné 3,4 millions d'euros qui se présente à l'élection présidentielle. C'est tout le paradoxe, c'est tout le 2 poids 2 mesures de la justice française. C'est tout ce qui me choque. Ça veut dire que maintenant, quand il y a des lois internationales qui protègent des diplomates, on ne les respecte pas. Par contre, une femme qui a volé, qui a été accusée de détournement de fonds publics et de bien d'autres méfaits, se targue sur le JT de 20h de dire qu'elle va être candidate à l'élection présidentielle française en 2027. C'est là où est arrivée la classe politique française, malheureusement, de nos jours. Et c'est ce qui m'attriste, parce que c'est les relations algéro-françaises qui en pâtissent, parce que le niveau politique est tellement exécrable, et l'extrême droite fait un tel forcing par rapport à tout ça, qu'on arrive à des cas de figure comme ça. Donc je réitère mon soutien à notre diplomate qui est incarcéré en France contre tous les droits et coutumes diplomatiques mondiaux. Je trouve que c'est une faute impardonnable et que justice doit être rendue pour que justement il retrouve sa liberté au plus vite. Parce qu'un an, c'est énorme et je trouve que c'est vraiment pas de bon augure pour avoir des relations bilatérales prospères et des relations bilatérales efficaces entre la France et l'Algérie. Vadis ? Écoutez, non, c'est important effectivement ce que vient de dire Mehdi, c'est que cette asymétrie de commentaires de la part de la classe politique française est condamnable aujourd'hui. Parce quand on évoque la justice concernant effectivement un citoyen, un diplomate, auquel tous ses droits ont été bafoués, même les droits internationaux. Même les droits internationaux qui régit effectivement le droit consulaire et surtout l'exercice en lui-même. Je rappelle aussi au passage qu'il a été Manu Militari arrêté à pleine rue comme un vulgaire voyou alors qu'il représente un État souverain, c'est important de le dire. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles sont produites cette arrestation. Mais quand la justice évoque ou elle concerne l'Algérie, la classe politique française ou même les plateaux télé qu'on connaît évoquent cette ligne rouge de l'indépendance et de la souveraineté de la justice française. Alors que quand elle concerne une candidate
blanchi, on peut dire le mot, blanchi aujourd'hui, qui capte effectivement l'opinion publique française, là on évoque le choix des électeurs, là on évoque le débat politique, le débat démocratique. Alors qu'on m'explique à ce moment-là, c'est quoi cette justice à géométrie variable. Et puis, un autre élément important aussi, n'oublions pas que ce parquet, sur instruction politique, puisque le dossier est éminemment politique et diplomatique, que judiciaire. Non, il n'est que politique. Il n'est que politique. Il n'est que politique. Pourquoi? Il n'est pas judiciaire, c'est un dossier qui est uniquement politique. Et j'en veux pour preuve, Mehdi, effectivement, pour étayer mes propos, c'est que le PNAT, donc, qui est le parquet national antiterroriste, a ordonné sa libération sous contrôle judiciaire, et le parquet, la justice, donc elle a contredit effectivement, ou contrecarré, j'ai envie de vous dire, puisque on voit en fait qu'il y a une espèce d'opposition, de contradiction de justice. C'est là où ça démontre la déliquescence. Mais ce même parquet autorise une femme qui a volé, qui a détourné, qui a été condamnée 2 fois, parce que ça c'est l'appel, qui a été condamnée pour avoir fait un détournement de fonds publics depuis des dizaines d'années, avec son père qui avait commencé ce système et elle qui l'a continué pour plus de 3 et quelques millions d'euros, elle a la légitimité de se présenter à la plus haute fonction du pays. La France va mal. Très mal. Non, attention, je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. La France, qui historiquement s'est arrogé le rôle de censeur moral dans sa relation avec ses anciennes colonies, traverse aujourd'hui une période où son système politique et judiciaire ne donne aucune exemplarité qu'elle prétend incarner aux yeux du monde. Il faut le savoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Vous avez un ancien président de la République qui était en prison à la santé, Sarkozy. Vous avez un François Fillon qui s'est présenté aux élections présidentielles qui a été condamné à de la prison. Vous avez Marine Le Pen qui a été condamnée. Elle est condamnée. Jusqu'à preuve du contraire, elle est condamnée. Là, elle va faire appel à la Cour de cassation, mais elle est condamnée 2 fois. Première instance, Cour d'appel. Et elle va se présenter aux élections présidentielles. Elle a été condamnée à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Et vous me parlez du rôle du parquet qui dit que laisser un diplomate en prison, alors qu'il est sous statut diplomatique, qui est régi par un modèle international qui est signé par tous les pays du monde, la Convention de Vienne. Le laisser sortir compromettrait la sérénité d'une instruction. Une instruction qui a été créée de toutes pièces par Is No Good. Et là, personne ne trouve à rien dire sur tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui est en train de se on va dire je ne sais même pas comment je pourrais expliquer ça, puisque c'est tellement dégueulasse comme système, c'est plus du marchandage politique. C'est d'une bassesse incompréhensible à ce niveau de décision politique. Voilà. Moi, c'est ça qui me choque. Et franchement, c'est honteux. Les arguments avancés. Je continue, Faisal, s'il te plaît. Non, ce que je disais, effectivement, je te rejoins, Mehdi, c'est que ça démontre la déliquescence, notamment de la classe politique française, aujourd'hui qui plus est, qui a fait de l'Algérie un objet électoral, un paillasson, je dirais, pour ceux qui n'ont pas de programme, pour pouvoir justement extérioriser et avoir cette thérapie exutoire politique pour essayer de capter. Et on le voit d'ailleurs avec un espèce de prisme beaucoup plus large maintenant, puisqu'on voit certains qui n'étaient pas forcément dans ce discours de droite, d'extrême droite ou de droite extrême, aujourd'hui s'inscrivent aussi dans ce sillage. Et moi je reviens sur effectivement Is No Good, je lui ai trouvé d'ailleurs un autre surnom, si tu me permets, c'est Rotalo, puisqu'aujourd'hui il prend l'eau. Et Rotalo aujourd'hui, effectivement, au même titre que d'autres politiques, tu as évoqué Marine Le Pen et son paradoxe, qui est condamnable. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est honteux pour la France, elle qui se targue d'être le berceau des droits humains, qui aujourd'hui n'arrive même pas à faire le distinguo entre quelqu'un qui est injustement incarcéré, puisque rappelons les arguments fallacieux qui ont été portés à son encontre, à son objet, qui aujourd'hui, de l'aveu même du PNAT qui a considéré sa libération sous contrôle judiciaire soit et qui reste disponible pour les éléments de l'enquête, la justice, sous pression encore une fois et sous instruction verticale politique,
a fait tout le contraire. Donc oui, aujourd'hui, il y a matière à s'interroger sur cette France, cette boussole qui guide la France, mais surtout aussi ce calendrier qui s'est imposé comme agenda diplomatique pour altérer les relations entre les deux pays, où on voit ce deux poids deux mesures, mais surtout aussi on avance d'un pas pour reculer devant. Les arguments avancés par le parquet pour justifier la non-libération de l'agent diplomatique algérien sont très curieux, parce qu'il parle de pression sur les témoins, il parle de concertation avec d'autres suspects et garantir la présence sur le sol français. La mise sous contrôle judiciaire signifie qu'il ne peut pas sortir du territoire français selon le droit français. Absolument. Maintenant, pour ce que vous parlez tout à l'heure, Mahdi, et vous-même, Badi, sur Marine Le Pen. Juste, il faut rappeler ces déclarations précédentes, parce que elle passait pour la mère de la vertu. En 2004, disait tout le monde a piqué de l'argent dans les caisses, sauf le Front National. À l'époque, c'était le Front National, était actuellement le Rassemblement National. Quelques années plus tard, elle nous disait qu'on allait nous mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis à l'occasion de leur mandat. Donc ça la concerne. Autre chose, en 2017-2022, elle a plaidé pour une charte d'éthique, elle a dit le bon usage de l'argent public, etc. Donc tout est son contraire. Il se trouve qu'en France, le droit français n'interdit pas la présence de candidats qui n'ont pas un casier judiciaire vierge. Merci Faisal Mataoui. Délinquante. Exactement. Délinquante qui a fait toute sa carrière politique. C'est la deuxième fois qu'elle a été condamnée. Exactement. Attention, c'est la deuxième fois qu'elle est condamnée et elle se présente à la plus haute magistrature. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On continuera tout à l'heure à parler je rappelle juste une chose, c'est que l'ANI, l'Agence nationale indépendante des élections, pour des postes de députés, une personne qui avait juste une amende qui n'était pas payée, une amende qui n'était pas payée, a été écartée de la députation. Une amende, une simple amende. Donc, à un moment, il faut savoir où est la véritable démocratie. Est-ce que se trouve en Algérie ou en France? C'est la question que je me pose. C'est la question qu'on se pose effectivement. Et on va continuer à parler justement du phénomène Marine Le Pen dans quelques instants. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Et Hebdo Show Algérie revient, mesdames et messieurs, pour une dernière partie. Place tout de suite à DZ Showtime. Et qui dit des aides Showtime dit Nariman Zekar. Bonsoir Nariman. Bonsoir Nohed, bonsoir messieurs. Et ce soir Nariman, on va parler start-up, transition climatique et empreinte carbone avec votre invité du jour. Il s'agit de Rostom Mounas, fondateur de Biofertech. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Mais d'abord Nariman, vous allez revenir sur quelques casseroles de l'extrême droite française. Et parfois il y a des archives qui vieillissent mal, n'est-ce pas Nariman? Tout à fait, vous savez Nohed, dans la vie, il y a des expressions qui vieillissent bien, du genre les chiens passent, non les chiens aboient plutôt, la caravane passe, ou encore l'une de mes préférées, je n'irai pas à Canossa, petit clin d'œil pour ceux qui ont la ref, et d'autres eh bien, qui vieillissent mal, voire même très mal. Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires, ils en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent, c'est scandaleux, parce que je vais vous dire, avec tout cet argent, ce qu'on aurait fait, hein, en termes de Restos du Cœur, en termes d'opérations pièges jaunes, c'est combien d'opérations pièges jaunes? Tout l'argent qui a été détourné par les élus. Et l'affaire des marchés d'Île-de-France qui va arriver devant la justice si M. Perben lâche son coude et qui met en cause le Parti Socialiste, le RPR, l'UDF et les Verts. Eh ben oui, mais c'est la vérité, ça. Et là encore, les Français ont le droit de savoir. Eh bien oui, ils ont le droit de savoir, les Français. Mardi soir sur TF1, quelques heures après sa condamnation en appel, Marine Le Pen a eu une petite phrase, que je dirais presque désarmante. J'ai les mains propres, assurant qu'elle se présenterait tout de même à l'élection présidentielle de 2027. Et s'il le faut, même avec un bracelet électronique, hein, pourquoi pas, parce que de toute façon, c'est devenu un petit phénomène de mode dans la vie politique française. Et donc, ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et vous ne changerez pas d'avis? Non, je ne changerai pas d'avis, non. Et aucune décision de justice dans les jours ou les semaines, si le parquet général fait appel ou va en cassation, ce qui est possible, il peut faire recours en cassation, vous ne changerez pas d'avis? Non mais monsieur, je fais moi-même un pourvoi en cassation, donc si le parquet souhaite faire un pourvoi en cassation, il peut le faire. Mais la Cour sera saisie en réalité du même pourvoi et il viendra exprimer, la Cour doit pouvoir exprimer son avis sur l'application
de ce texte au fait de la cause. Et moi, je tiens que nous sommes innocents de cette infraction de détournement de fonds publics pour lesquels nous avons été condamnés. Innocent, hein. Je ne sais pas vous, mais bon, on est quand même parti vérifier par simple curiosité journalistique si Marine Le Pen et ses acolytes sont aussi innocents qu'ils prétendent l'être. Eh bien, il est vrai qu'il fut un temps, jadis, où Marine Le Pen préconisait l'inéligibilité à vie pour les élus condamnés. Mais ça, eh bien, c'était avant. On ne tire jamais les leçons. Je veux dire, est-ce que vous trouvez, franchement, je veux dire, DSK, Juppé, Hérault, Désir, Andrieux, Guérini, Dallongeville, Woerth, Tapie, Tron, Tibéri, Chirac, je veux dire, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Donc, comme vous le voyez, retour en 2013, affaire Cahuzac, Marine Le Pen cite la Tibéri, DSK, Chirac. Les politiques français n'en tireront donc jamais les leçons? Eh bien, apparemment non, à commencer par vous. Marine Le Pen, je vous rappelle vite fait la condamnation, 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme aménagé sous la forme d'un bracelet électronique, ainsi que 100 000 € d'amende et 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis. Vous disiez donc, Madame Le Pen ? Le Front National, non. Et moi, ma veste, elle est immaculée. Voilà. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Alors non seulement la veste immaculée, elle a pris des tâches, mais en plus, elle n'est pas seule à aller au pressing. Louis Alliot, 1 an de prison avec sursis, 5 000 € d'amende, 2 ans d'inéligibilité. Julien Audoul, coupable lui aussi, 8 mois de prison avec sursis, 1 an d'inéligibilité avec sursis. Lui qui se présentait comme, je cite, ardent défenseur de l'intérêt général. Et puis on a Bruno Gollnisch, figure historique du parti, 3 ans de prison avec sursis, 25 000 € d'amende et 1 an d'inéligibilité. Le préjudice total de l'affaire des assistants parlementaires européens, c'est donc 2,8 millions d'euros de fonds publics. Votre argent à vous, sur 11 ans, 3 mandatures, 27 personnes jugées. Le parti lui-même condamné en tant que personne morale. Et là, je pense que c'est plus un accident de parcours, c'est carrément un système. Deuxième chiffre, et celui-là vient directement de la presse française. 83 députés RN sur les 122 que compte le groupe à l'Assemblée nationale, donc soit plus des 2/3, ont été épinglés pour des propos ou des comportements problématiques, sans parler bien évidemment des scandales de racisme, en veux-tu, en voilà. Donc pour résumer, repris de justice, voyous, raciste, 3 adjectifs, un seul parti. Et ce sont là ses propres chiffres, ses propres condamnations, ses propres consignes internes qui les documentent. Et c'est ce parti-là qui prétend bien évidemment donner des leçons de fermeté, de probité à l'Algérie. Alors, la prochaine fois qu'on nous parle de laxisme algérien ou de morale à sens unique, une seule question suffira. De quel côté est-ce que la Méditerranée se trouve réellement les véritables repris de justice ? Je dis ça, je dis rien. Mahdi. Non, mais c'est juste aberrant ce qui se passe actuellement dans la classe politique française. C'est juste, je sais pas, on dirait qu'on est en train de regarder un cartoon, quoi. Enfin, Ils vieillissent mal, les archives. C'est dingue, c'est juste dingue ce qui se passe actuellement. Voilà, on passe de ceux qui collectionnent les casiers, les condamnations, à ceux qui collectionnent les brevets, les distinctions internationales et les solutions innovantes. On passe donc à notre instant start-up du mois. Alors, ces derniers temps, on parle beaucoup sur les plateaux internationaux de transition climatique, de crédit carbone, de mécanismes comme le CBAM européen qui va bientôt, on le sait, taxer nos exportations selon leur empreinte carbone. Eh bien, dans la wilaya de Tiaret, une start-up algérienne
algérienne Biofertech ambitionne de transformer des rejets miniers et industriels en solutions concrètes pour l'agriculture et en un outil de séquestration du carbone à grande échelle. Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir donc le fondateur de Biofertech, ingénieur des mines diplômé de l'université de Béjaïa, Rostom Ounas. Merci encore une fois d'être avec nous. Je vous remercie, tout l'honneur est pour moi. Alors Rostom, pour ceux qui vous découvrent, Biofertech, c'est quoi en une phrase? Est-ce qu'on transforme des déchets? On les transforme en quoi exactement? En fait, on fait la transformation ou le recyclage des rejets miniers, industriels et oil and gas aussi. Donc on les standardise, on les normalise avec des normes internationales pour en faire des amendements de sol novateurs. Donc des amendements de sol qui puissent même être à même de faire de la rétention d'eau, de la rétention de nutriments. Et dernièrement aussi, on commence à développer des méthodologies de séquestration carbone pour séquestrer du CO2 sous forme minérale pour des milliers d'années. Donc jusque-là, on est sur une histoire d'agriculture plus durable, mais vous me disiez que l'innovation, elle va beaucoup plus loin. Concrètement, quand vous dites que vous séquestrez le carbone, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui n'est pas ingénieur comme nous? Alors justement, Simplifier un peu. Oui, pour d'accord. simplifier. Alors on ne fait que mimer un phénomène de la nature, donc l'altération naturelle des roches. C'était un module qu'on a eu durant le cursus universitaire en ingénierie minière et en géochimie. Donc il faut savoir que c'est un phénomène naturel, donc l'altération des roches. Le CO2 atmosphérique entre en contact avec l'eau de l'irrigation, dont tout ce qui est activité agricole. Et il entre en contact aussi avec les roches ultramafiques. Il faut savoir qu'en Algérie, on a un socle rocheux ultramafique. Donc on a beaucoup de roches ultramafiques. Et c'est un processus tout à fait naturel qu'on est en train d'accélérer. Donc l'approche de Biofertech, c'est se servir de l'intelligence artificielle, de la recherche et développement dans l'agriculture cognitive pour accélérer ce phénomène et le reproduire à grande échelle. Donc quand on parle de technologie de séquestration carbone, il faut parler de son application à grande échelle. Donc il faut séquestrer, disons, des dizaines de gigatonnes de CO2 et avoir vraiment de l'impact en termes de technologie climatique. Justement, vous parlez du projet Gigaton. Alors l'ambition Gigaton, c'est une gigatonne de CO2, comme vous venez de le dire. Ça représente quoi concrètement à l'échelle de l'Algérie? Et surtout, est-ce que c'est un pari réaliste? Alors, bien sûr. Disons qu'une gigatonne, c'est 1 milliard de tonnes de CO2. C'est en fait 4 fois les émissions annuelles de l'Algérie en termes d'émissions de gaz à effet de serre, selon bien sûr le rapport biennial qui a été adressé par l'Algérie à l'ONU en 2022. C'est aussi, disons, un signal pour nous en tant que start-up. Il faut savoir que, disons, déjà en Algérie, on a des projets structurants, de grands projets tels que l'agriculture régénérative. On a 1 million d'hectares d'agriculture régénérative. On a aussi 3 millions d'hectares d'aforesterie. On a 8 millions d'hectares d'agriculture ou de champs qui nécessitent une approche climate smart, intelligente, côté, disons, écologique et aussi côté assurantiel, etc. Donc pour nous, c'est un terrain de jeu idéal. C'est un grand laboratoire où on veut, disons, oui, engager les industriels algériens émetteurs, que ce soit les industriels qui sont impactés par la CBAM, que ce soit les compagnies aériennes, ils ont aussi leur framework, donc le Corsia. Il y a aussi le côté oil and gas, les engagements pour l'accord de Paris. Et il faut savoir que pour 1 gigatonne de CO2 séquestré en Algérie, en touchant ou en atteignant un maximum d'objectifs de développement durable, on peut faire rentrer de la devise pour l'Algérie quand on va vendre des crédits carbone de haute qualité. On va aussi éviter que l'Algérie dépense ses devises en payant la taxe que vous venez d'évoquer, donc la CBAM, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, si on fait par exemple une simulation, si on prend le volume d'exportation de l'année dernière, pour tout ce qui est
fertilisants, tout ce qui est acier, ciment, on aura l'équivalent de 332 millions d'euros de taxes, donc un net de 160 millions d'euros de taxes, donc qui va vraiment nuire et impacter la compétitivité des industriels, des grands comptes industriels à l'étranger. Ça va aussi les pousser soit à chercher de nouveaux marchés, ça sera de nouveaux investissements et un gap pour la productivité, soit aussi changer complètement de technologie, donc des investissements en plus, ça va prendre du temps. Et il y a aussi ce que propose Biofertech par exemple, c'est une partie de la solution, c'est produire des crédits carbone de haute intégrité en engageant ces industriels-là, en faisant des levées de fonds, en les engageant directement dans des projets verts pour séquestrer du CO2 et produire des actifs climatiques. Justement, Roston, cette réussite, on peut dire qu'elle a dépassé largement la wilaya de Tiaret et même l'Algérie carrément. Vous avez été primé par l'Italie, vous avez également été primé par l'Union africaine et vous avez validé des marchés en Allemagne, en Corée du Sud, en Éthiopie et plus récemment aux Pays-Bas, c'est ça, en Hollande. Qu'est-ce que ça nous apprend sur le potentiel de l'Algérie dans ce secteur ? Alors justement, comme je le disais, l'Algérie c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert. Donc on a toutes les ressources renouvelables, non renouvelables et toute la matière grise, tous les grands projets structurants. On a aussi le positionnement géographique et extrêmement stratégique par rapport aux marchés exigeants en termes d'empreinte carbone comme l'Union européenne en l'occurrence. Donc si on arrive, disons la fin 2026 à instaurer le cadre juridique pour le framework pour les marchés volontaires carbone et le Algerian Carbon Registry, je dirais qu'il y aura pas mal de startups qui pourront faire rentrer de la devise, créer une nouvelle chaîne de valeur donc qui est la finance climatique en Algérie et par ricochet rendre nos industriels beaucoup plus agressifs et beaucoup plus compétitifs dans les marchés internationaux. Merci Rostom. Je vous en prie. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On vous souhaite bon courage et bravo pour ce que vous faites. Merci. Exactement. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci Nariman pour ce DZ Showtime. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Merci à toute l'équipe qui a été avec moi ce soir autour de la table. Merci à Sofiane Balodi qui veille au grain, mesdames et messieurs. À très bientôt.